Rennes, octobre 1996. Un mardi matin ordinaire. Sophie Leclerc, 22 ans, embrasse son bébé Léo endormi dans son berceau. Elle murmure à son mari Thomas qu'elle descend acheter du pain et des couches à la supérette 300 mètres plus bas. Elle prend son sac à main mais laisse son manteau accroché dans l'entrée. Il fait frais dehors mais elle dit en souriant « J'en ai pour 5 minutes ». La porte se referme doucement pour ne pas réveiller l'enfant. Sophie descend les escaliers. Elle ne reviendra jamais. 5 minutes deviennent 1 heure, puis 2. Thomas berce Léo qui pleure de faim. Il appelle la supérette. Personne n'a vu Sophie. Il descend lui-même, l'enfant contre sa poitrine, scrutant chaque rue, chaque visage. Rien. Le pain n'a jamais été acheté. Les couches non plus. Les caméras de surveillance de l'époque, rares et de mauvaise qualité, ne montrent rien. Sophie Leclerc a disparu entre son immeuble et un commerce situé à 300 mètres. Comme si elle s'était évaporée dans l'air froid d'octobre. 24 ans plus tard, en janvier 2020, une femme entre dans une gendarmerie près de Bordeaux, à 600 km de Rennes. Elle porte des vêtements usés, démodés, comme sortis d'une autre époque. Son visage est creusé, marqué par une souffrance invisible. Elle demande d'une voix tremblante à voir son bébé Léo. Les gendarmes échangent un regard perplexe. La femme insiste. Elle doit rentrer chez elle. Son mari l'attend. Son fils a 6 mois. Elle ne sait pas que Léo a 24 ans. Pour elle, le temps s'est arrêté. Avant de continuer, j'aimerais savoir où vous regardez cette vidéo en ce moment. Écrivez en commentaire votre ville et l'heure qu'il est chez vous. Cela crée une vraie communauté entre nous. Et j'adore vous lire. Si cette histoire vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur les affaires non résolues de France. Un petit like aide énormément la chaîne à grandir. Merci infiniment pour votre soutien. Maintenant, revenons à notre histoire et découvrons ce qui s'est réellement passé ce matin d'octobre 1996. Octobre 1996. Rennes vit au rythme tranquille d'une ville moyenne de Bretagne. Les Français découvrent Internet dans les cybercafés. La mode est aux jeans taille basse et aux blousons en jean. Sophie et Thomas Leclerc habitent un petit appartement au 3e étage d'un immeuble des années 70 dans le quartier de Maurepas. Ils sont jeunes, amoureux, et leur fils Léo, né 4 mois plus tôt, est leur fierté. Sophie travaille à mi-temps, dans une crèche. Thomas est mécanicien dans un garage proche. Leur vie est simple, modeste, ordinaire. Ce mardi 22 octobre, Sophie se lève vers 7 heures. Elle prépare le biberon de Léo pendant que Thomas se rase dans la salle de bain. L'appartement sent le café et le talc pour bébé. Sophie porte un jean clair, un pull bordeaux tricoté par sa mère et des baskets blanches. Pas de bijoux, juste son alliance. Elle vérifie le sac à langer, compte les couches restantes. Il n'en reste que 3. Elle note mentalement d'en acheter en descendant chercher le pain pour le petit déjeuner. Rien dans cette matinée ne laisse présager ce qui va suivre. Vers 8h15, Thomas part travailler. Il embrasse Sophie et caresse la joue de Léo qui vient de se rendormir après son biberon. Sophie a prévu de rester à la maison toute la journée. Elle doit faire une lessive, repasser et appeler sa mère dans l'après-midi. Vers 8h40, elle décide de descendre rapidement, avant que Léo ne se réveille. Elle enfile ses baskets, prend son sac à main contenant son portefeuille et ses clés. Elle hésite une seconde devant son manteau, puis secoue la tête en souriant. La supérette est juste en bas. 5 minutes. Inutile de s'encombrer. La supérette, le panier frais, est située rue de la Mabilès, à environ 300 mètres de l'immeuble des Leclerc. Pour y aller, Sophie doit traverser un petit parking, longer un square avec des bancs et une balançoire, puis emprunter un trottoir bordé de tilleuls. Le trajet prend moins de 5 minutes à pied. Le quartier est calme, résidentiel. Quelques voisins sortent leurs poubelles, quelques voitures passent lentement. Rien d'inhabituel, rien de menaçant. Pourtant, Sophie Leclerc ne reviendra jamais de cette course banale. Elle disparaît littéralement entre son immeuble et cette supérette. Vers 10 heures, Thomas reçoit un appel affolé de la voisine du dessous. Elle entend Léo pleurer depuis plus d'1 heure. Thomas rentre en urgence, grimpe les escaliers 4 à 4. L'appartement est vide. Léo hurle dans son berceau, le visage rouge, trempé de larmes. Pas de traces de Sophie, pas de mots. Son manteau est toujours accroché. Son téléphone portable, un vieux Nokia à touche,
est posée sur la table basse. Thomas appelle la supérette. Le gérant vérifie. Non, aucune jeune femme correspondant à cette description n'est passée ce matin. Thomas sent son cœur se glacer. Thomas Leclerc compose le 17 à 11h30. Sa voix tremble quand il explique la situation au standardiste de la gendarmerie de Rennes. Sa femme est partie acheter du pain à 8h45. Elle devait revenir en 5 minutes. Cela fait maintenant presque 3 heures. Elle a laissé son bébé seul, elle a laissé son téléphone, son manteau, tout. Le standardiste note les informations, pose les questions habituelles. Y a-t-il eu une dispute ce matin? Sophie semblait-elle déprimée ces derniers jours? Thomas répond non à tout. Tout allait bien, tout était normal. 2 gendarmes arrivent à l'appartement vers 13 heures. Ils inspectent les lieux, interrogent Thomas, examinent le téléphone de Sophie. Aucun message suspect, aucun appel étrange. Le dernier SMS date de la veille, envoyé à sa mère. Léo a bien dormi cette nuit, bisous maman. Les gendarmes notent que rien ne manque dans l'appartement. Pas de valise préparée, pas de vêtements disparus. Le portefeuille de Sophie contenait environ 200 francs, suffisant pour acheter du pain et des couches, mais pas pour fuir loin. Les gendarmes promettent de lancer des recherches immédiatement. L'après-midi même, une battue est organisée dans le quartier. Voisins, commerçants, riverains scrutent les parkings, les caves, les espaces verts. On interroge le gérant de Le Panier Frais. Il confirme formellement. Aucune cliente ressemblant à Sophie n'est entrée entre 8h et midi. Les caméras de surveillance installées seulement à l'intérieur du magasin ne montrent rien. Le quartier compte très peu de caméras en 1996. Une seule, fixée sur un distributeur bancaire rue de la Mabilais, filme un angle mort. Elle n'a capté personne correspondant au signalement de Sophie ce matin-là. Le soir, la mère de Sophie, Monique Ferrand, arrive en catastrophe de Vitré, sa ville natale située à 40 km. Elle s'effondre en larmes en découvrant Léo dans les bras d'une voisine. Thomas, livide, répète inlassablement les mêmes mots. « Je ne comprends pas, elle allait bien, elle était heureuse, on était heureux. » Monique regarde son gendre avec une lueur d'incompréhension. Comment une jeune mère peut-elle abandonner son bébé pour aller acheter du pain et ne jamais revenir? L'idée est inconcevable, monstrueuse. Quelque chose de terrible a dû se produire. Les gendarmes interrogent tous les habitants de l'immeuble. Personne n'a vu Sophie sortir ce matin. Une voisine du 5e étage affirme avoir entendu des pas dans l'escalier vers 8h45, mais elle ne peut pas confirmer qu'il s'agissait de Sophie. Un livreur de journaux dit avoir croisé une femme brune en pull bordeaux près du square, mais il ne peut pas jurer qu'il s'agissait d'elle. Les témoignages sont flous, contradictoires, inutiles. Sophie semble s'être volatilisée en plein jour, dans un quartier tranquille, entre son immeuble et une supérette. Le lendemain, mercredi 23 octobre, l'affaire fait la une du journal local Ouest-France. La photographie de Sophie, souriante, tenant Léo dans ses bras, s'étale en première page. Le titre frappe « Jeune maman disparue à Rennes, angoisse et mystère ». L'article mentionne les circonstances troublantes de la disparition. Aucune trace de violence, aucun signe de fuite volontaire, aucun témoin fiable. L'enquête piétine dès les premières heures. Les gendarmes commencent à envisager 2 pistes principales, l'enlèvement ou la fugue post-partum, mais aucune des deux n'explique vraiment l'absence totale d'indices. Thomas devient rapidement le suspect numéro 1. Les statistiques sont implacables. Dans la majorité des disparitions de femmes jeunes, le conjoint est impliqué. Les enquêteurs fouillent l'appartement, analysent les relevés bancaires, interrogent les collègues de Thomas au garage. Ils cherchent des traces de violence conjugale, des dettes cachées, une maîtresse. Ils ne trouvent rien. Thomas Leclerc est un homme ordinaire, discret, sans casier judiciaire, sans vie secrète apparente. Mais les soupçons persistent. Les voisins commencent à chuchoter. Certains évitent de croiser son regard dans la cage d'escalier. Les semaines passent. Novembre arrive, froid et pluvieux. Les recherches s'intensifient. Des plongeurs inspectent la Vilaine, le fleuve qui traverse Rennes. Rien. Des chiens renifleurs fouillent les bois environnants. Rien. Des avis de recherche sont placardés dans toute la région. Des centaines d'appels affluent, signalant des femmes brunes aperçues dans des gares, des supermarchés, des arrêts de bus. Chaque piste est vérifiée. Chaque piste mène à une impasse. Sophie Leclerc semble avoir disparu de la surface de la Terre. Et pendant ce temps, Léo grandit sans sa mère. Décembre 1996. Thomas doit reprendre le travail.
Il confie Léo à Monique pendant la journée. La mère de Sophie s'installe temporairement à Rennes pour s'occuper de son petit-fils. Elle observe Thomas avec un mélange de pitié et de suspicion. Elle veut croire en son innocence, mais le doute la ronge. Comment peut-on perdre sa femme sans explication? Les enquêteurs continuent de harceler Thomas. Ils le convoquent pour de nouveaux interrogatoires. Ils analysent ses faits et gestes du 22 octobre. Ils vérifient ses horaires au garage. Tout coïncide. Il était bien au travail quand Sophie a disparu. En janvier 1997, l'affaire est classée en disparition inquiétante non élucidée. Les gendarmes n'ont aucune preuve, aucun corps, aucun témoin fiable. Sophie Leclerc figure désormais dans les registres des personnes disparues. Son dossier rejoint des centaines d'autres, archivés dans les sous-sols de la gendarmerie. Pour les enquêteurs, deux hypothèses restent ouvertes. Soit Sophie a été enlevée par un inconnu et probablement tuée, soit elle a fugué volontairement pour des raisons psychologiques inconnues. Thomas, lui, refuse ces deux explications. Il sait que Sophie aimait Léo plus que tout. Elle ne l'aurait jamais abandonné. Les années passent. Léo grandit sans connaître sa mère. Thomas conserve précieusement les photos de Sophie dans un album rangé sur l'étagère du salon. Il raconte à son fils, dès qu'il peut comprendre, que maman a disparu un jour et que personne ne sait pourquoi. Léo dessine des portraits imaginaires de cette femme aux cheveux bruns qu'il n'a jamais vraiment connue. À l'école maternelle, quand les enfants parlent de leur maman, Léo reste silencieux. Il sait qu'il est différent, qu'il lui manque quelque chose que les autres ont. Thomas vit sous le poids des regards. Dans le quartier de Maurepas, certains voisins continuent de le considérer comme un meurtrier non condamné. Des rumeurs circulent. On dit qu'il a tué Sophie dans un accès de colère, qu'il a caché le corps dans une forêt, qu'il ment depuis le début. Thomas encaisse en silence. Il ne répond jamais aux insinuations. Il élève Léo du mieux qu'il peut, avec l'aide de Monique qui vient chaque week-end. Mais la solitude est écrasante. Il ne refait pas sa vie. Comment pourrait-il alors que Sophie pourrait revenir à tout moment? En 2000, 4 ans après la disparition, un nouveau commandant de gendarmerie reprend le dossier. Il ordonne une nouvelle série d'investigations. Les enquêteurs interrogent à nouveau Thomas, analysent les archives, réétudient les témoignages. Ils cherchent un détail oublié, une contradiction, une faille. Rien. Le mystère reste entier. Le commandant envisage même de faire intervenir un médium, avant d'y renoncer par manque de crédibilité. L'affaire retombe dans l'oubli. Sophie Leclerc devient une simple ligne dans les statistiques nationales des personnes disparues. Léo entre au collège en 2006. Il a maintenant 10 ans. Il pose des questions plus précises à son père. Pourquoi maman est partie? Est-ce qu'elle reviendra un jour? Est-ce qu'elle est morte? Thomas ne sait pas quoi répondre. Il dit la vérité. Il ne sait pas. Personne ne sait. Léo développe une fascination pour les enquêtes policières. Il dévore des livres sur les disparitions célèbres, regarde des documentaires sur les affaires non résolues. Il se promet qu'un jour, il retrouvera sa mère. Ou au moins, il découvrira ce qui lui est arrivé. En 2010, Monique Ferrand décède d'un cancer. Elle emporte avec elle ses doutes et ses angoisses. Thomas et Léo assistent aux funérailles à Vitré. Léo, 14 ans, pleure en silence devant le cercueil de sa grand-mère. Il réalise qu'il n'a plus aucun lien maternel. Plus personne pour lui raconter comment était Sophie, comment elle riait, comment elle chantait en berçant son bébé. Thomas serre son fils contre lui. Ils sont seuls désormais. Juste eux deux contre les rumeurs, contre l'oubli, contre le vide laissé par Sophie. Les années 2010 voient l'arrivée d'Internet dans tous les foyers. Des forums spécialisés dans les affaires non résolues commencent à fleurir. L'affaire Sophie Leclerc réapparaît en 2012 sur un blog consacré au mystère breton. Des internautes débattent, émettent des hypothèses, accusent Thomas sans preuve. Léo, 17 ans, découvre ces discussions en tapant le nom de sa mère sur Google. Il lit des accusations ignobles contre son père. Il lit des théories délirantes sur des réseaux de traite des blanches, des sectes sataniques, des tueurs en série. Il referme son ordinateur nauséeux. Thomas change de travail en 2015. Il quitte le garage où il a passé 20 ans pour devenir chauffeur-livreur. Il veut tourner la page, même si c'est impossible. Léo, 19 ans, entre à l'université de Rennes en droit. Il rêve de devenir enquêteur, policier, gendarme. Il veut comprendre comment une femme peut disparaître sans laisser de traces. Il veut comprendre pourquoi le système a abandonné sa mère.
Thomas essaie de le dissuader. Il ne veut pas que son fils passe sa vie à chercher des fantômes. Mais Léo est déterminé. En 2017, un journaliste de France 3 Bretagne contacte Thomas. Il prépare un documentaire sur les disparitions non résolues en Bretagne. Il veut consacrer un segment à Sophie Leclerc. Thomas hésite, puis accepte. Il espère que la médiatisation relancera l'enquête. Le documentaire est diffusé en novembre 2017. Pendant quelques semaines, l'affaire revient sur le devant de la scène. Des téléspectateurs appellent la gendarmerie, affirmant avoir vu Sophie à Nantes, à Brest, à Lorient. Toutes les pistes s'avèrent fausses. Le silence retombe. Léo obtient sa licence de droit en 2019. Il postule à l'école de gendarmerie, mais échoue au test physique. Il choisit alors de devenir juriste dans un cabinet d'avocats à Rennes. Il garde dans son bureau une photo de Sophie. Ses collègues lui demandent qui elle est. Il répond simplement « Ma mère ». Il ne raconte jamais l'histoire. C'est trop douloureux, trop long, trop étrange. Comment expliquer qu'une mère peut disparaître en allant acheter du pain et ne jamais revenir? 23 ans après la disparition, en octobre 2019, Thomas organise une cérémonie discrète au square près de l'ancien immeuble. Il dépose une plaque avec le nom de Sophie, sa date de naissance, et la mention « Disparue le 22 octobre 1996, jamais oublié ». Léo, 23 ans, se tient à côté de son père. Quelques voisins de l'époque sont présents. Ils ont vieilli. Certains pleurent, d'autres évitent encore le regard de Thomas. La cérémonie dure 10 minutes, puis chacun rentre chez soi. La vie continue, le mystère demeure. Janvier 2020, une matinée froide et pluvieuse à Bordeaux, à 600 km de Rennes. Une femme entre dans la gendarmerie du quartier de Bastide. Elle est mince, presque squelettique. Ses cheveux bruns sont sales, emmêlés. Elle porte un pull bordeaux élimé, un jean délavé, des baskets blanches usées jusqu'à la toile. Ses vêtements semblent sortir d'une autre époque. Son visage est creusé, marqué de rides profondes, mais elle ne paraît pas plus de 45 ans. Elle s'approche du guichet d'accueil et demande d'une voix tremblante à voir son bébé Léo. Le gendarme de permanence fronce les sourcils. La femme semble perdue, confuse. Il lui demande de s'asseoir et de se calmer. Elle obéit, mais ne cesse de répéter la même phrase. « Je dois rentrer chez moi. Mon mari m'attend. Mon bébé a faim. » Le gendarme lui demande son nom. Elle répond « Sophie Leclerc. J'habite rue de Maurepas, à Rennes. » Le gendarme note les informations, puis lui demande depuis combien de temps elle est partie de chez elle. Sophie le regarde sans comprendre. « Partie ? Je suis juste sortie acheter du pain. Il y a 2 heures, peut-être 3. » Le gendarme sent un malaise. Quelque chose ne va pas. Il demande à Sophie quelle est la date du jour. Elle répond sans hésiter « Mardi 22 octobre 1996. » Le gendarme blêmit. Il consulte l'ordinateur, tape le nom « Sophie Leclerc, disparition Rennes ». Les résultats apparaissent. Il lit rapidement. « Disparue en octobre 1996. Jamais retrouvée. Affaire non résolue. » Il regarde la femme assise devant lui. C'est impossible. 24 ans se sont écoulés. Cette femme pense que nous sommes en 1996. Elle ne sait pas que son bébé a 24 ans. Le gendarme appelle immédiatement sa hiérarchie. Un officier supérieur arrive, accompagné d'un médecin légiste et d'un psychologue. Ils examinent Sophie avec précaution. Elle est désorientée, mais cohérente dans ses souvenirs. Elle raconte qu'elle est sortie acheter du pain et des couches. Elle se souvient du square des Tilleuls, de la rue de la Mabillet. Puis elle se souvient d'une voiture qui s'est arrêtée. Un homme au visage flou, une main sur sa bouche, puis plus rien. Le noir. Et ensuite une pièce sombre. Toujours sombre, sans fenêtre, sans lumière du jour. Le médecin légiste examine Sophie. Elle présente des signes de malnutrition chronique, de carence en vitamines, de troubles de la vision liés à un manque prolongé d'exposition à la lumière. Ses dents sont en mauvais état. Sa peau est pâle, presque translucide. Son corps porte des cicatrices anciennes, compatibles avec des années de captivité. Le médecin note également des troubles psychologiques évidents. Dissociation temporelle, amnésie partielle, syndrome de stress post-traumatique. Sophie a vécu un enfer. Mais où et comment a-t-elle survécu pendant 24 ans? Les gendarmes contactent immédiatement la gendarmerie de Rennes. Le dossier Sophie Leclerc est sorti des archives. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux.
Une femme disparue en 1996 réapparaît en 2020, persuadée que seulement quelques heures se sont écoulées. C'est du jamais vu. Le commandant de Rennes ordonne une vérification d'identité par ADN. On contacte Thomas Leclerc. Il reçoit l'appel dans la soirée. Quand il entend les mots « Votre femme a été retrouvée », il s'effondre. Léo, présent à ses côtés, attrape le téléphone. Il veut comprendre. Il veut savoir. Le lendemain matin, Thomas et Léo prennent la route pour Bordeaux. Le trajet dure 6 heures. Ils ne parlent presque pas. Thomas conduit, les mains crispées sur le volant. Léo regarde défiler le paysage par la vitre. Il essaie d'imaginer cette femme qu'il n'a jamais vraiment connue. Il a vu des photos, mais il n'a aucun souvenir d'elle. Pour lui, Sophie est une idée, un fantôme, une absence. Maintenant, elle est réelle. Elle est vivante. Et elle pense que Léo a encore 6 mois. Comment va-t-elle réagir en découvrant qu'il a 24 ans? Ils arrivent à la gendarmerie en milieu d'après-midi. Un psychologue les accueille. Il les prévient. Sophie est dans un état de choc émotionnel profond. Elle refuse d'accepter que 24 ans se sont écoulés. Elle demande sans cesse à voir son bébé. Le psychologue conseille à Thomas et Léo de ne pas la brusquer. Il faut y aller doucement. Thomas hoche la tête, les yeux rougis. Léo serre les poings. Il veut voir sa mère. Maintenant. Le psychologue les conduit vers une salle d'interrogatoire aménagée en salon. Sophie est assise sur un canapé, enroulée dans une couverture. Quand Sophie voit Thomas entrer, elle se lève d'un bond. Elle sourit, soulagée. « Thomas, enfin, où est Léo? Il va bien ?» Thomas s'approche lentement, les larmes aux yeux. Il murmure « Sophie, c'est bien toi. » Il la prend dans ses bras. Elle tremble. Elle sent le renfermer, la sueur, la peur. Thomas pleure contre son épaule. Sophie, confuse, recule légèrement. « Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui se passe ?» Puis elle aperçoit Léo, debout près de la porte. Un jeune homme de 24 ans, grand, brun, les traits de Thomas. Elle fronce les sourcils. « Qui est-ce » Le psychologue intervient doucement. « Sophie, voici Léo, votre fils. » Sophie secoue la tête, incrédule. « Non, Léo est un bébé. Il a 6 mois. » Léo s'avance, la gorge serrée. « Maman, c'est moi, j'ai grandi. 24 ans ont passé. » Sophie recule, paniquée. « Non, non, c'est impossible. Je suis partie ce matin. Ce matin. » Elle regarde autour d'elle, cherchant une horloge, un calendrier, une preuve que tout cela est faux. Le psychologue lui tend un journal daté de janvier 2020. Sophie le prend, lit la date. Ses mains tremblent. Puis elle s'effondre, hurlant « Où est mon bébé? Rendez-moi mon bébé !» Sophie est hospitalisée en urgence à l'hôpital psychiatrique de Bordeaux. Les médecins diagnostiquent un traumatisme psychologique sévère, une dissociation temporelle aiguë et des symptômes compatibles avec une captivité prolongée. Elle refuse de manger, demande sans cesse à rentrer chez elle, à voir son bébé. Les infirmières tentent de la calmer, mais Sophie hurle, se débat. Elle ne comprend pas. Pour elle, quelques heures seulement se sont écoulées depuis qu'elle a quitté son appartement à Rennes. Comment 24 ans peuvent-ils avoir disparu? C'est impossible. C'est un cauchemar. Les enquêteurs commencent à recueillir son témoignage, fragment par fragment. Sophie raconte qu'elle marchait vers la supérette quand une camionnette blanche s'est arrêtée à sa hauteur. Un homme en est sorti. Elle ne se souvient pas de son visage, juste d'une silhouette massive, d'une casquette enfoncée sur le crâne. Il lui a demandé si elle connaissait la rue des Glycines. Sophie a commencé à répondre, puis elle a senti une main plaquer un chiffon sur son nez et sa bouche. Une odeur chimique, âcre, puis le noir. Quand elle s'est réveillée, elle était dans une pièce sombre sans fenêtre, allongée sur un matelas sale. Sophie décrit cette pièce avec une précision troublante, environ 3 mètres sur 4. Mur en béton brut, une ampoule nue au plafond, toujours allumée ou toujours éteinte. Elle ne sait plus. Pas de notion du jour ou de la nuit. Une porte métallique verrouillée de l'extérieur. Un seau en plastique pour les besoins. Un robinet d'eau froide fixé au mur. Pas de miroir, pas de fenêtre, pas de contact avec l'extérieur. Juste cette pièce, cette prison, pendant des années, peut-être des décennies. Sophie ne savait pas. Le temps n'existait plus. L'homme venait régulièrement. Sophie ne pouvait pas dire à quelle fréquence. Une fois par jour? Une fois par semaine? Elle ne savait pas.
Il apportait de la nourriture, du pain sec, des conserves, de l'eau en bouteille. Il ne parlait jamais. Il portait toujours un masque de ski noir qui cachait son visage. Sophie a essayé de le supplier, de le raisonner, de lui demander pourquoi il la gardait enfermée. L'homme ne répondait jamais. Il déposait la nourriture, remplissait une bouteille d'eau au robinet, puis repartait en fermant la porte à double tour. Le silence retombait. Toujours le silence. Sophie raconte qu'elle a perdu la raison plusieurs fois. Elle criait pendant des heures, frappait les murs jusqu'à avoir les poings en sang. Elle tentait de compter les jours en faisant des marques sur le béton avec ses ongles. Mais elle perdait le fil. Elle oubliait. Elle recommençait. Les marques s'accumulaient sans cohérence. Elle a pensé à Léo chaque jour. Elle imaginait son bébé grandir sans elle. Elle se demandait si Thomas la cherchait encore, si sa mère pleurait, si quelqu'un se souvenait d'elle, ou si le monde avait simplement continué à tourner en l'oubliant. Les enquêteurs posent la question cruciale. Où était cette pièce? Sophie ne sait pas. Elle n'a jamais vu l'extérieur. Quand elle a été enlevée, elle a perdu connaissance. Quand elle s'est réveillée, elle était déjà enfermée. Elle n'a jamais vu de fenêtre, jamais entendu de bruits extérieurs distincts. Parfois, elle percevait des vibrations lointaines, comme des camions passant sur une route. Mais c'est tout. Était-elle dans une cave, un bunker, un entrepôt désaffecté? Impossible à dire. Sophie vivait dans un vide spatial total, une prison hors du monde. Puis un jour, tout a changé. Sophie ne sait pas quand exactement. L'homme est entré comme d'habitude, mais cette fois, il a laissé la porte entr'ouverte. Sophie a attendu, pétrifiée. Était-ce un piège? Un test? Elle a attendu des heures, peut-être une journée entière. Puis elle a compris. L'homme ne reviendrait pas. Elle a poussé la porte. Elle s'est retrouvée dans un couloir sombre, en béton, puis devant un escalier métallique. Elle a monté les marches, les jambes tremblantes. En haut, une trappe. Elle l'a poussée. La lumière du jour l'a aveuglée. Elle était libre. Sophie s'est retrouvée dans une zone industrielle déserte, près de Bordeaux. Des entrepôts abandonnés, des terrains vagues, des mauvaises herbes. Aucune habitation en vue. Elle a marché pendant des heures, désorientée, affamée, terrifiée. Elle ne reconnaissait rien. Les voitures avaient des formes étranges. Les gens portaient des vêtements qu'elle n'avait jamais vus. Tout semblait différent. Elle a fini par trouver une route, puis une gendarmerie. Elle est entrée convaincue qu'elle venait de vivre un cauchemar de quelques heures. Elle ne savait pas que 24 ans s'étaient écoulés. Elle ne savait pas que Léo avait grandi. Elle ne savait pas que le monde entier avait changé. Les enquêteurs lancent immédiatement des recherches dans la zone industrielle décrite par Sophie. Ils trouvent un ancien entrepôt désaffecté, propriété d'une société de logistique en faillite depuis 2015. Dans le sous-sol, ils découvrent la pièce, exactement comme Sophie l'a décrite. Le matelas sale, le seau, le robinet, les marques sur les murs, des centaines de marques creusées dans le béton. Des analyses ADN confirment la présence prolongée de Sophie dans cette pièce. Les enquêteurs sont horrifiés. Cette femme a vécu ici pendant presque un quart de siècle, seule, dans le noir, sans jamais voir le soleil. Mais qui est l'homme? Les enquêteurs fouillent l'entrepôt, cherchent des indices, des empreintes, des traces ADN. Ils trouvent des emballages alimentaires datant de différentes époques, des bouteilles d'eau vides, des restes de vêtements. Mais aucune empreinte exploitable, aucune trace identifiable. L'homme a pris soin d'effacer toutes les preuves. Les caméras de surveillance de la zone industrielle n'existaient pas avant 2010, et celles installées depuis ne couvrent pas l'entrepôt. L'homme reste invisible, fantomatique. Sophie ne peut pas décrire son visage. Elle n'a jamais vu son visage. L'enquête piétine une fois de plus. Sophie passe 3 mois en hôpital psychiatrique. Les médecins tentent de la réadapter progressivement à la réalité. Ils lui montrent des journaux, des vidéos, des photos de Léo à différents âges. Sophie regarde ces images sans comprendre. Ce jeune homme de 24 ans ne peut pas être son bébé. C'est impossible. Son cerveau refuse d'accepter cette vérité. Les psychologues parlent de gel temporel, un mécanisme de défense psychologique extrême face à un traumatisme inconcevable. Pour Sophie, le temps s'est arrêté en octobre 1996. Tout le reste est irréel. Thomas et Léo rendent visite à Sophie chaque semaine. Thomas parle doucement, raconte les années écoulées,
montre des photos de famille. Sophie le regarde comme un étranger. Elle voit bien que Thomas a vieilli. Ses cheveux grisonnent. Des rides marquent son front. Mais elle ne peut pas faire le lien. Cet homme de 47 ans n'est pas le jeune mécanicien de 25 ans qu'elle a embrassé un matin d'octobre. Léo, lui, reste silencieux. Il observe cette femme brisée qui devrait être sa mère. Il ne ressent rien, juste un vide immense. Comment aimer une étrangère? En avril 2020, Sophie sort de l'hôpital. Elle emménage dans un petit appartement à Rennes, financé par une association d'aide aux victimes. Thomas propose qu'elle revienne vivre avec eux, mais les médecins déconseillent. Sophie a besoin de reconstruire son identité, lentement, à son rythme. Elle suit une thérapie intensive. Elle apprend à utiliser un téléphone portable, Internet, les nouvelles technologies. Tout est étrange, tout est trop rapide, trop complexe. Elle se sent comme une voyageuse venue du passé, larguée dans un monde incompréhensible. Sophie demande à voir des photos de Léo bébé. Thomas lui apporte l'album rangé sur l'étagère. Sophie pleure en découvrant ces images. Son bébé souriant dans son berceau, son bébé dans les bras de Thomas, son bébé faisant ses premiers pas. Toutes ces étapes qu'elle a manquées, toutes ces années volées. Elle réalise lentement l'ampleur de ce qui lui a été arraché. 24 ans de vie, 24 ans d'amour maternel, 24 ans d'existence. Un homme lui a pris tout cela, et il court toujours. L'enquête pour retrouver le ravisseur s'intensifie. Les gendarmes analysent tous les hommes vivant près de l'entrepôt entre 1996 et 2020. Ils interrogent d'anciens employés de la société de logistique. Ils cherchent des individus ayant un casier judiciaire pour enlèvement ou agression. Des centaines de pistes sont explorées. Aucune ne mène à une arrestation. L'homme reste invisible. Sophie participe à des séances d'hypnose pour tenter de se souvenir d'un détail, une voix, une odeur. Rien. Son ravisseur a effacé toute trace de son identité. Il est un fantôme parfait. Léo essaie de créer un lien avec Sophie. Il lui rend visite chaque dimanche. Il lui apporte des fleurs, des livres, des magazines. Ils prennent un café ensemble. Sophie pose des questions sur son enfance, son adolescence, ses études. Léo raconte, mais ses souvenirs semblent appartenir à quelqu'un d'autre. Cette femme assise en face de lui n'a jamais été là. Elle n'a jamais assisté à ses anniversaires, à ses rentrées scolaires, à ses diplômes. Elle est une inconnue qui porte le titre de mère. Léo voudrait ressentir de l'amour, mais il ne ressent que de la pitié. En juin 2020, un journaliste de Le Monde contacte Sophie. Il veut écrire un article sur son histoire. Sophie hésite, puis accepte. Elle espère que la médiatisation aidera à retrouver son ravisseur. L'article paraît en juillet, intitulé « 24 ans dans le noir, le calvaire de Sophie Leclerc ». Il fait le tour de la France. Des milliers de personnes réagissent sur les réseaux sociaux. Certains expriment leur compassion. D'autres doutent de la véracité de l'histoire. Des théories du complot émergent. Sophie est accusée d'avoir inventé son enlèvement pour couvrir une fugue volontaire. Les commentaires haineux pleuvent. Sophie sombre dans une dépression profonde. Elle ne comprend pas pourquoi les gens la jugent, la condamnent, la traitent de menteuse. Elle a survécu à 24 ans d'enfer. Elle a perdu sa jeunesse, son fils, sa vie. Et maintenant, on la traite de manipulatrice? Elle cesse de sortir de chez elle. Elle refuse les interviews. Elle coupe les contacts avec les journalistes. Thomas et Léo s'inquiètent. Ils tentent de la rassurer, mais Sophie s'enfonce dans le silence. Elle revit son emprisonnement. Cette fois, c'est elle qui se construit des murs. En septembre 2020, une avancée survient. Un ancien voisin de la zone industrielle contacte la gendarmerie. Il se souvient d'un homme étrange qui venait régulièrement dans l'entrepôt désaffecté entre 2000 et 2015. Un homme d'une 50aine d'années, corpulent, portant toujours une casquette et des gants. Il conduisait une camionnette blanche. Le témoin n'a jamais su son nom, mais il se souvient d'avoir trouvé son comportement suspect. Les enquêteurs fouillant les archives, cherchent des véhicules blancs immatriculés dans la région. Ils identifient plusieurs suspects potentiels. L'espoir renaît. En novembre 2020, un homme de 62 ans est arrêté à Libourne, près de Bordeaux. Il possédait une camionnette blanche en 1996. Il a travaillé comme gardien dans plusieurs entrepôts de la région. Il vit seul, sans famille, sans amis. Les gendarmes perquisitionnent son domicile.
Il trouve des photos de femmes disparues dans les années 90, des articles de journaux découpés, des carnets remplis de notes obsessionnelles, mais aucune preuve directe le reliant à Sophie. L'homme nie farouchement. Il refuse de parler. Les analyses ADN sont en cours. Sophie attend, prisonnière une fois de plus. Prisonnière de l'espoir que justice soit enfin rendue. En janvier 2021, les résultats ADN tombent. L'homme arrêté n'est pas le ravisseur de Sophie. Aucune correspondance génétique avec les traces trouvées dans l'entrepôt. Il est relâché, faute de preuves. L'enquête reprend à zéro. Sophie s'effondre en apprenant la nouvelle. Elle réalise que son ravisseur court toujours, qu'il pourrait être n'importe où, qu'il pourrait recommencer, qu'elle ne connaîtra peut-être jamais son visage, son nom, ses raisons. Thomas la serre dans ses bras. Léo reste debout près de la fenêtre, fixant le vide. Ils forment une famille brisée, réunie par le hasard et détruite par un monstre invisible. Aujourd'hui, en novembre 2024, Sophie Leclerc a 48 ans. Elle vit toujours à Rennes, dans son petit appartement. Elle suit une thérapie hebdomadaire. Elle ne travaille pas, incapable de s'adapter au monde moderne. Elle reçoit une pension d'invalidité. Thomas et Léo lui rendent visite régulièrement, mais les liens restent fragiles. Sophie n'a jamais retrouvé son bébé de 6 mois. Léo n'a jamais retrouvé sa mère. Ils sont deux étrangers, liés par le sang et séparés par 24 ans de ténèbres. L'homme qui a volé leur vie n'a jamais été retrouvé. Le dossier reste ouvert. L'affaire Sophie Leclerc demeure l'une des disparitions les plus troublantes de France. Comment une femme peut-elle survivre 24 ans en captivité totale? Comment un ravisseur peut-il opérer pendant près d'un quart de siècle sans laisser la moindre trace exploitable? Ces questions hantent encore les enquêteurs. Et si vous avez des informations, aussi minimes soient-elles, sur cette affaire ou sur des entrepôts désaffectés, suspects dans la région de Bordeaux entre 1996 et 2020, contactez la gendarmerie de Rennes. Peut-être que quelque part, quelqu'un sait quelque chose. Peut-être que la vérité attend juste d'être découverte. N'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et surtout de rester vigilant. Parce que les monstres existent et ils ressemblent parfois à des gens ordinaires.